Bonsoir à tous. Donc, je me présente, Charles Roger, je suis le directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie. Donc, en l'absence de notre présidente Jennifer Sigaud, qui s'excuse de ne pas pouvoir être là ce soir, j'ai l'honneur d'ouvrir ce rendez-vous. Vous savez que c'est le deuxième rendez-vous qu'on organise sur ce thème. Vous avez été nombreux à solliciter un deuxième rendez-vous, enfin un troisième si on compte celui qu'on a fait à Koné. Et on est très heureux d'avoir pu l'organiser grâce à nos experts qui sont présents ce soir et qu'on remercie à nouveau de se mobiliser pour essayer de vulgariser, d'expliquer cette nouvelle réglementation qui va s'imposer à nous tous à compter du 1er juin. La CCI a milité pour que cette réglementation, on ait un délai pour s'y préparer, comme ce qui a été le cas en métropole. En métropole, les entreprises ont eu 2 ans pour se préparer entre la date de décision de mise en place et la mise en œuvre effective. Donc nous, on avait demandé le même délai, voire même que la réglementation soit un peu adaptée au regard du réseau d'entreprises qu'on a en Nouvelle-Calédonie. Donc on a été faire du lobbying dans ce sens. Nos députés ont fait du lobbying dans ce sens aussi. Et le Congrès a donné un avis aussi pour essayer de décaler cette mise en œuvre, mais malheureusement, on n'a pas été entendu. Donc ce soir, nos intervenants vont vous expliquer en quoi le RGPD vient renforcer votre responsabilité dans la gestion et le pilotage des données. Pour nous, il y a un réel enjeu, parce qu'il y a un enjeu économique pour vous, de conformité. Mais on pense que ça peut être aussi une opportunité. On essaye de voir le côté positif parce que vous allez pouvoir aussi renforcer la confiance avec vos clients, avec vos fournisseurs et sans doute améliorer votre efficacité commerciale. Une fois qu'on a dit ça, vous allez voir qu'il y a surtout plus de contraintes que de bénéfices. Bon voilà, pour vous dire aussi que cette conférence, elle est filmée. Donc si vous avez des collaborateurs qui sont intéressés ou des collègues ou des partenaires qui sont intéressés pour la voir, vous la retrouverez sur le site de la Chambre à compter de demain. Voilà. Après, Atem, donc le président du cluster Open, vous expliquera aussi qu'on est en train d'essayer d'offrir, de mettre en place une offre d'accompagnement pour vous accompagner sur la mise en conformité du RGPD. Donc, je laisse la parole à notre première intervenante, Moé. On m'a bien dit de me limiter à Moé. Oui ou tout, c'est ça? Désolé si j'écorche. Donc, chargé d'études juridiques au sein de la cellule économie numérique du gouvernement. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Bon alors, bonjour à tous. Je suis chargée d'introduire cette présentation avec un petit rappel sur le contexte réglementaire. Et ce que je vous propose, c'est de vous donner plusieurs clés de compréhension sur le sujet. Donc, la première clé, c'est le RGPD, donc le règlement européen sur la protection des données personnelles. Avec ce texte, on a une réforme qui intervient dans toute l'Union européenne. Dorénavant, la réglementation de la protection des données personnelles est harmonisée, c'est-à-dire qu'elle s'applique de la même manière au sein de tous les États membres de l'Union européenne. Le but, c'est de mieux protéger nos données personnelles face aux grands acteurs d'Internet, à savoir les GAFA, donc Google, Amazon, Facebook, Apple. Et on le sait, nos données personnelles sont au cœur de leur business model. Et donc, en fait, on ne sait pas trop ce qu'ils en font et cette réglementation vient y répondre. Après avoir longtemps été débattu, le RGPD a été adopté en 2016 pour entrer en vigueur le 25 mai 2018 dans l'Union européenne. Bon, nous, la Nouvelle-Calédonie, et c'est la clé numéro 2, on n'est pas un État membre de l'Union européenne, mais on fait partie des pays et territoires d'outre-mer. Et en tant que PTOM, la réglementation européenne ne s'applique pas directement chez nous. Alors, quid en Nouvelle-Calédonie? Eh bien déjà, clé numéro 3, la protection des données personnelles n'est pas une compétence de notre collectivité. C'est une compétence de l'État, si l'on se réfère à la répartition des compétences qui est prévue par la loi organique de 1999. En effet, si on encadre l'utilisation des données personnelles, c'est pour protéger la vie privée des citoyens. Et de ce fait, on se situe bien dans le domaine de la garantie des libertés publiques, compétence de l'État. Alors maintenant, clé numéro 4,
quel est le cadre juridique aujourd'hui applicable en Nouvelle-Calédonie? Eh bien, compte tenu de tout ce qu'on vient de voir à l'instant, la loi informatique et liberté de 1978 et son décret d'application de 2005 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. La CNIL est aussi notre autorité en la matière. Et pour info, depuis le début d'année, la commission a une nouvelle présidente, Marie-Laure Denis, qui remplace Isabelle Falck-Pirotin. Donc même si la CNIL n'a pas de représentation localement, elle est en charge en Nouvelle-Calédonie de l'application et du contrôle de la réglementation dans ce domaine. En conséquence, nous ici en Nouvelle-Calédonie, comme la protection des données personnelles n'est pas de notre compétence, on doit être attentif sur les textes qui sont pris sur ce sujet en métropole pour voir comment ils s'articulent ici. Et justement, clé numéro 5, avec le RGPD, la réglementation métropolitaine a évolué. On a d'abord eu une loi du 20 juin 2018 qui a été prise et qui a adapté et modifié la loi informatique et liberté pour prendre en compte les impacts du RGPD. Mais cette loi n'a pas été rendue applicable en Nouvelle-Calédonie. Par contre, sur la base donc, de cette loi de juin 2018, le gouvernement central a pris un autre texte juridique, à savoir l'ordonnance du 12 décembre 2018. 2 points importants à ce sujet. D'abord, l'article 1er de l'ordonnance a complètement réécrit la loi informatique et liberté. Le but était de rendre le texte plus clair, plus lisible, d'en avoir une meilleure compréhension, parce que la loi informatique et liberté avait été beaucoup modifiée ces dernières années. Ensuite, deuxième point, l'article 29 de l'ordonnance nous renseigne sur l'entrée en vigueur de cette future version de la loi informatique et liberté. Et celle-ci devrait entrer en vigueur en même temps que la publication de son décret d'application et au plus tard le 1er juin 2019. Et du coup, clé numéro 6, est-ce que cette future version de la loi informatique et liberté est applicable en Nouvelle-Calédonie? Eh bien, ce sont les articles 125 et 126 de cette loi qui nous en parlent. D'abord, l'article 125 nous indique que la loi informatique et liberté est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 12 décembre 2018. Avec cet article, on a donc l'extension de la réforme sur la protection des données personnelles impactées par le RGPD en Nouvelle-Calédonie. On a donc le même niveau de protection de nos données personnelles qu'en Europe. Par contre, l'article 126 est un peu plus étonnant. Pour l'application de la loi informatique et liberté en Nouvelle-Calédonie, la référence au RGPD est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du RGPD. Bon, alors on est d'accord, la rédaction est un peu ambiguë, mais cet article semble nous indiquer que le RGPD n'est pas en soi applicable en Nouvelle-Calédonie. Et en fait, c'est bien normal parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le RGPD n'est pas applicable ici car on est un PTOM. Donc dorénavant, pour avoir le cadre juridique complet sur la protection des données personnelles, il faut combiner loi informatique et liberté et les articles du RGPD qu'elle cite. Car vous le verrez à la lecture de cette loi, souvent la loi informatique et liberté va se contenter de faire des références, des renvois au RGPD. Pour conclure, ce qu'il faut retenir, c'est que la nouvelle réglementation métropolitaine sur la protection des données personnelles impactées par le RGPD sera applicable en Nouvelle-Calédonie dans quelques temps. D'autant plus que les institutions locales ont été saisies la semaine dernière par les services du Haut-Commissariat sur une demande d'avis portant sur justement ce projet d'application de la loi informatique et liberté. Donc c'est dans les tuyaux. Voilà, je vous remercie de votre attention et laisse la parole à mon collègue Maître Franck Ruyanès. Merci. Bonsoir à tous. Donc, moi, on m'a demandé d'intervenir pour vous expliquer en quelques mots comment se fait une mise en conformité de façon évidemment synthétique, vous vous en doutez. Donc, comme vient de vous le dire Moé, jusqu'en
on va dire jusqu'au 1er juin 2019, on est soumis à l'ancienne réglementation loi informatique et liberté, avec le système déclaratif que l'on connaissait et dans lequel la CNIL fait office de gendarme, c'est-à-dire qu'il intervient a priori pour valider votre traitement et a posteriori en cas d'infraction à ce que vous avez déclaré. Donc il y a une forte responsabilisation de l'État dans ce système et en particulier de la CNIL qui est une autorité indépendante. Avec le système RGPD, tout se modifie puisque les entreprises sont dorénavant dans une situation d'autocontrôle. Donc il leur appartient à elles de s'assurer être en conformité. Et ça, c'est un point que l'on met souvent en avant, qui est souvent demandé. C'est comment on fait pour s'assurer qu'on est en conformité, puisqu'il n'y a plus d'autorité qui va valider la conformité de l'entreprise. Donc comment une entreprise peut-elle être certaine d'être en conformité en l'absence de contrôle a priori de la CNIL intervenant seulement maintenant a posteriori, c'est-à-dire essentiellement sur la base d'une plainte d'une personne, avec des possibilités effectivement dans un premier temps de mise en demeure et dans un second de sanctions, mais encore que sous l'impulsion de la nouvelle présidente dont vient de parler Moé, on peut penser qu'elle sera beaucoup plus sévère que par le passé avec l'intervention du RGPD. Elle vient de prendre une sanction qui fait date et qui dépasse de toutes celles qu'elle avait appliquées jusqu'à présent concernant Google et qui est quand même assez intéressante sur plusieurs points. Notamment sur le périmètre qu'elle entend donner au RGPD. Elle a estimé que Google n'informait pas assez ses clients de leurs droits et obligations. Et jusqu'à présent, quand elle se trouvait dans cette situation, elle invitait la personne en infraction à régulariser la situation dans un bref délai. Et c'est seulement si la régularisation n'intervenait pas lors du second contrôle qu'elle mettait l'amende. Là, elle a mis directement l'amende. Et le deuxième élément important, c'est une amende excessivement élevée, puisqu'elle est d'un montant de 6 milliards CFP. Donc ce sont des amendes effectivement lourdes pour une entreprise, quelle qu'elle soit, hein, même pour Google, il ne faut pas s'y tromper, ça a un impact considérable. Et troisième élément, et non des moindres, et ça va nous concerner pour la Nouvelle-Calédonie, Google n'a pas d'établissement en Europe. C'est une entreprise entièrement établie aux États-Unis, et pourtant la CNIL française lui a mis 6 milliards de CFP d'amende, 50 millions d'euros, en estimant qu'elle avait été en infraction par rapport à la législation applicable en Europe. Donc on voit bien qu'on est dans un système totalement mondialisé. Et c'est aussi un petit peu pour nuancer ce qui vient d'être dit, mais avec son accord, que l'application du RGPD en Nouvelle-Calédonie, finalement, doit être pris de façon beaucoup plus indirecte. C'est que depuis le 25 mai 2018, il s'applique partout, de façon, on va dire, comme une norme dans les échanges mondialisés, mais également de façon très directe en Nouvelle-Calédonie. Tout simplement, si vous êtes un consommateur d'un site internet sur Amazon.fr, par exemple, en métropole, vous bénéficiez du droit du RGPD, au même titre que si vous vous déplacez en métropole ou en Europe, vous êtes des bénéficiaires, des personnes concernées par le RGPD, et au même titre qu'un citoyen européen qui vient en Nouvelle-Calédonie peut revendiquer l'application des droits du RGPD, même aux entreprises locales, ou s'il va ailleurs, en Australie, il est titulaire de ces droits. Et si ces droits sont violés par un pays étranger, une commission nationale peut donc appliquer des amendes. Enfin, dernier point qui rend de toute façon le RGPD applicable en Nouvelle-Calédonie, toute entreprise sous-traitante d'une entité qui est située en métropole ou en Europe est de toute façon soumise également aux règles du RGPD. Donc vous voyez que ça va être extrêmement large. On peut très vite se retrouver dans des situations de sous-traitance. Si on est la CAFAT et qu'on échange des données avec la sécurité sociale, ou si on est Air Calin et qu'on a des billets d'avion qui sont pris par Air France par des consommateurs européens. Donc la question de l'applicabilité du RGPD ne se pose pas seulement en termes juridiques, mais également en termes commerciaux. Et donc c'est la raison pour laquelle vraiment son changement de paradigme, c'est la responsabilisation des acteurs. Aujourd'hui, vous êtes responsable de votre mise en conformité et il vous appartient de vous en assurer, alors que jusqu'à présent, vous étiez accompagné par la CNIL sur ce sujet.
Alors, quelles sont les entités concernées par le RGPD? Toutes les entités sont concernées dès lors qu'il s'agit de personnes morales. Toutes ces entités vont être soumises à la réglementation RGPD. Donc, bien évidemment, les entreprises en tant que telles, qu'elles soient en Nouvelle-Calédonie ou hors de Nouvelle-Calédonie, en Union européenne, les associations, personnes à but non lucratif, sont soumises au RGPD. Les organismes publics sont même plus soumis que les entreprises privées parce qu'ils ont plus d'obligations, et notamment ils ont l'obligation de nommer ce drôle d'animal qu'on appelle le DPO. Je pense que vous en avez entendu parler, mais je vous en redirai quelques mots tout à l'heure. Les sous-traitants, bien évidemment, et ce, pour les entreprises, quelle que soit leur taille. J'insiste là-dessus parce que très souvent, on pense que ça concerne surtout les grandes entreprises, et notamment les plus importantes, hein, les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Non, ça s'applique à tout le monde, y compris les PME. Et le RGPD a prévu assez peu de nuances selon la taille de l'entreprise. Donc, c'est plutôt le contenu des données qui va intéresser le champ d'application du RGPD. Deuxième périmètre d'application, quelles activités? Là encore, c'est toutes les activités. Donc, c'est là aussi assez simple. Toutes les activités rentrent dans le périmètre du RGPD. Et certaines activités ne sont pas exonérées, même si on l'entend parfois, les activités qui sont soumises à secret, je pense soit au secret des affaires, soit au secret médical, non seulement sont soumises au RGPD, mais ils sont même soumises plus que d'autres, puisque ces activités vont traiter des données sensibles. Donc il n'y a pas d'exonération de ce point de vue-là. Les seuls traitements qui sont exonérés du RGPD, ce sont les traitements que l'on a, nous, à titre personnel, en tant que personne physique. Donc, par exemple, mon téléphone, j'ai évidemment des outils de traitement, ne serait-ce que le répertoire téléphonique. Lui, en théorie, n'y est pas soumis. Sauf que dans mon téléphone, j'ai aussi le nom de mes clients et leur numéro. Donc, dès lors, si quelqu'un fait un audit de ma société, il peut me demander la liste des traitements que j'ai, et ce qu'il y a dans mon téléphone fait partie des traitements qui vont rentrer dans le périmètre du RGPD, puisqu'il a aussi un usage professionnel. Donc, qui est concerné? Ensuite, on va affiner pour la mise en application du RGPD. Les acteurs de l'entreprise, évidemment. Donc, ça va concerner le responsable du traitement. Là aussi, pour lever une petite confusion que l'on voit parfois, le responsable du traitement n'est pas le chef d'entreprise, c'est l'entreprise elle-même. Donc le responsable du traitement, c'est une personne morale qui va être reconnue comme responsable de traitement parce qu'elle fait deux choses. Elle détermine la finalité du traitement, à quoi il va servir, et les moyens du traitement. Alors bien évidemment, après, la personne morale, elle est représentée par une personne physique, qui est son gérant ou son directeur ou son président, mais le responsable du traitement et celui qui va prendre les amendes, c'est bien la personne morale s'il y a des infractions. Le chef d'entreprise, lui, a en charge cette mission, il doit la mener à bien, et comme toutes les missions d'une entreprise, il peut la déléguer à un tiers, avec la responsabilité bien évidemment qui va avec. Ce tiers, qui peut être une personne de l'entreprise, peut voir sa responsabilité engagée, comme en matière de sécurité, vous le savez, c'est les mêmes systèmes. Dans tous les cas, la personne physique sera seule responsable de ce qui se passe en termes d'infraction. Deuxième entité concernée, ce sont toutes les entités qui vont faire du traitement, tout simplement. Donc, on pense principalement à la RH, au système, à la DSI, aux systèmes de traitement qui sont mis en œuvre par les services commerciaux, le marketing, le service juridique. Donc, lorsqu'on fait un audit de conformité dans une entreprise, on s'adresse à toutes ces entités internes et on leur demande le nombre de traitements. En général, il y en a souvent plusieurs dizaines, donc il faut tous les identifier. Et parfois, on en découvre auxquels on ne s'attendait pas. Enfin, je parle du point de vue de l'entreprise, pas du point de vue de l'auditeur. On se rend compte d'un coup que ce sont des traitements qui rentrent dans le périmètre, comme mon téléphone que je citais tout à l'heure. Le délégué à la protection, donc le fameux DPO, et le sous-traitant. Voilà les personnes concernées.
Donc le DPO, en quelques mots, on a repris l'acronyme anglais, hein, Data Protection Officer, le délégué à la protection en français, mais c'est l'acronyme anglais qui s'est imposé, est soit interne à l'entreprise, soit externe. En général, lorsqu'il y avait un CIL, un correspondant informatique et liberté dans les entreprises, c'est lui qui va prendre la casquette de DPO et qui va être dorénavant chargé de ces missions. S'il n'y en avait pas, il est toujours temps d'en nommer un, ou alors on peut faire appel à des DPO externes. En France, il n'y a pas moins de 16 000 DPO qui se sont créés, avec plus ou moins de bonheur. Vous avez des DPO assez originaux, parfois un petit peu fantasques et fantaisistes. Et puis vous avez aussi des DPO d'excellente qualité qui connaissent le droit numérique et le droit de la protection des données depuis des années et qui connaissent leur métier, parce que c'est un métier extrêmement complexe et qu'on n'appréhende pas de façon facile. Là, en ce moment, je fais une formation pour des entreprises dans les locaux de la CCI, justement. Et la première partie commence par expliquer ce que c'est que le RGPD avant d'aborder la mise en conformité. Et notamment, on aborde les 432 obligations qui découlent du RGPD avant de chercher à savoir comment on met des traitements en conformité avec ces obligations. Il faut savoir de quoi on parle et c'est quelque chose qu'elles découvrent, qu'elles appréhendent et puis qu'on démystifie aussi en grande partie parce que ce n'est pas non plus quelque chose de si angoissant contrairement à ce qu'on peut imaginer vu de l'extérieur. Le DPO a un profil, je dirais, plutôt juridique, à 80%, c'est l'essentiel de son cœur de métier, mais parfois on peut trouver des informaticiens qui sont au DPO et qui le font parfaitement parce qu'ils ont acquis cette connaissance au fil du temps. Dans tous les cas, c'est une sorte d'auditeur de l'entreprise. Donc la CNIL et puis surtout le groupement européen recommande qu'il soit indépendant. Certains ont même insisté pour qu'il ait le statut de salarié protégé. La réglementation n'est pas allée jusque-là, mais parce qu'il doit conseiller et contrôler l'entreprise. Donc ça veut dire qu'il doit être indépendant et en général, dans les recommandations, il est indiqué qu'il doit être placé aussi au plus haut niveau de la hiérarchie et pas être au contraire tout en bas hiérarchiquement et avoir un lien de subordination extrêmement important. Dernier acteur, enfin il y en a d'autres, mais je vous donne les principaux. Le sous-traitant, alors j'insiste un petit peu là-dessus parce que ça c'est une obligation totalement nouvelle qui est dans le RGPD. La loi CNIL de 1978 n'imposait pas de contraintes particulières sur les sous-traitants. Aujourd'hui, un responsable de traitement qui a des sous-traitants est responsable des actes que font le sous-traitant pour son compte. Ce qui veut dire que dans tous vos contrats de sous-traitance, il faut inclure des missions de traitement RGPD de façon claire avec des obligations à la charge du sous-traitant. Si vous avez rempli cette condition lorsque vous établissez vos contrats en tant que responsable de traitement, si après le sous-traitant viole les droits de personnes qui en bénéficient, ça devient de la responsabilité du sous-traitant. Si par contre vous n'avez pas prévu ces éléments dans vos contrats, bien évidemment la responsabilité du sous-traitant va être engagée, mais également celle du responsable de traitement. Donc il y a toute une mécanique à mettre en place sur la sous-traitance également. Donc le DPO, je vous l'ai dit, c'est un personnage un petit peu clé du système. C'est quand même lui qui va être porteur de la connaissance et qui va devoir conseiller l'entité. Il est obligatoire pour tous les organismes publics, quel qu'il soit, il n'y a pas d'exception. Donc que l'organisme public soit une collectivité, soit un établissement public, toutes les entités porteuses d'intérêt public vont y être soumises et ont l'obligation de nommer un DPO. Donc la Nouvelle-Calédonie vient d'en nommer un qui va être en charge des 32 directions de cette collectivité et peut-être des 13 établissements publics administratifs. Donc il a du travail pour 70 ans à peu près et ça va être une mission considérable. Les personnes privées vont y être soumises également lorsqu'elles traitent de données sensibles. Donc les données sensibles, vous imaginez sans peine ce que ça peut être, c'est des données biométriques, religieuses, philosophiques, les données de santé, l'appartenance syndicale, etc. Donc une entité qui traite ce type de données doit avoir un DPO.
ou deuxième hypothèse, si son activité de base, c'est-à-dire son cœur de métier, consiste en un suivi régulier et systématique de personnes à grande échelle. Donc régulier et systématique, on voit bien ce que ça veut dire. À grande échelle, c'est un petit peu moins précis. Et là encore, on a des recommandations européennes d'une entité qui s'appelle le G29, mais qui fonctionne depuis 40 ans. Donc ce sont des recommandations parfaitement suivies et qui indiquent que la grande échelle, c'est surtout lorsqu'on amène à faire un traitement important sur un territoire donné de nombreuses personnes. Une fois que je vous ai dit ça, ça ne nous aide pas beaucoup parce que est-ce que ça vaut au niveau européen ou est-ce que ça vaut au niveau de la Nouvelle-Calédonie? On manque un petit peu de recul sur cette situation, mais à mon avis, dès lors qu'une entité fait partie d'une chaîne de restaurants, par exemple, de restauration rapide pour pas être plus précis, mon avis typiquement rentre dedans, ou alors une entreprise qui fait également de la géolocalisation ou ce type d'activité, le DPO est obligatoire. Pour les autres, c'est facultatif, mais une fois encore, ça ne vous dispense pas de la mise en conformité et il est important de se faire accompagner, même si le DPO est facultatif, de trouver une personne adéquate, au moins en interne, pour faire cette mise en place. Donc ça, c'est la première étape, c'est désigner un pilote. En tout, il y a 6 étapes que l'on va voir. Première étape, désigner un pilote. J'aurais pu être un petit peu plus complet en vous disant que la première étape, en réalité, ça commence par la politique générale de l'entreprise et vous en faites partie ce soir, c'est-à-dire que dès lors que vous vous inscrivez à une formation, à une audition, à quoi que ce soit, la CNIL, si elle est amenée à faire un contrôle, considérera que vous êtes déjà sur la voie de la mise en conformité. Donc ça ne veut pas dire qu'évidemment il faut s'arrêter là, mais ça veut dire que sur la série d'actes à réaliser, on considérera que vous êtes déjà en situation de mise en conformité. Après, bien évidemment, si dans 5 ans vous en êtes toujours là, on considérera qu'il y a peut-être une petite difficulté en termes de respect de la réglementation, mais c'est la première étape. D'ailleurs, je tiens à préciser quelque chose. Si vous n'êtes pas conforme au 1er juin, et vous ne serez pas conforme au 1er juin, là-dessus il faut être clair, ce n'est pas en soi une situation dramatique, parce que je crois qu'en Nouvelle-Calédonie, personne ne sera conforme au 1er juin. C'est un travail de longue haleine, la mise en conformité. Ça va de quelques semaines à quelques mois, voire sur les plus grosses entités, ça peut prendre plusieurs années. La mise en conformité, c'est un travail de fourmi et ça prend beaucoup de temps. Donc sur les petites entités, je vous dis, ça peut être fait rapidement, mais certainement pas pour le 1er juin. Et ce qui intéresse la CNIL quand elle fait un contrôle, sauf s'il s'agit une fois encore d'une entreprise mondiale, lorsqu'elle fait un contrôle, c'est de s'assurer que vous êtes en moins en voie de vous mettre en conformité et de vérifier par la suite que cette mise en conformité est achevée. Mais ce n'est pas quelque chose qui vous tombe dessus le 1er juin en vous disant « Ah, vous êtes conforme ou vous n'êtes pas conforme ». D'abord parce que ça n'a pas beaucoup de sens. Dire que vous êtes conforme le 1er juin, ça ne veut pas dire que vous l'êtes le 2 juin. Vous pouvez très bien avoir un nouveau traitement qui se met en place le 2 juin et qui ne respecte absolument pas le droit des personnes. Donc, auquel cas, vous n'êtes plus en conformité. Vous pouvez avoir des sous-traitants qui ne le respectent pas. Vous pouvez avoir, dans le cadre de la portabilité des données, recevoir des nouveaux clients qui arrivent avec des nouveaux droits. Donc, la mise en conformité, c'est vraiment ça qu'il faut avoir à l'esprit. C'est un processus continu de réalisation pour l'entreprise. Et ce n'est pas une date à laquelle vous dites « je suis en conformité, je suis tranquille pour les 20 prochaines années ». Donc c'est pour ça, retenez la date du 1er juin comme étant une date clé, mais elle n'est pas une date butoir de début ou de fin de quelque chose. Deuxième étape, après la désignation du DPO pour une entreprise, c'est la cartographie. Donc la cartographie, ça consiste à lister l'ensemble des traitements de données personnelles. Donc pour ça, on fait des interviews des personnes présentes dans l'entreprise et on s'assure des traitements, de leurs conditions, de ce qu'il existe. Une fois qu'on a fait ça, on crée un registre. Alors je crois que vous avez un exemple. Non, ils ne vous l'ont pas mis. Bon. Vous deviez avoir un exemple de registre. C'était pour ça qu'il y avait les petites astérix rouges. C'était un lien hypertexte. Donc les registres, vous pouvez les télécharger sur le site de la CNIL. Ils sont assez bien faits, ils sont très clairs.
Et dedans, vous donnez toutes les informations relatives au traitement. Donc, qui est le responsable du traitement, quelle est sa finalité, quels sont les fondements juridiques de ce traitement. Donc, ça peut être un contrat, ça peut être une obligation légale, ça peut être le consentement de la personne. Enfin, vous avez 6 ou 7 fondements pour votre traitement. Quels sont les droits que la personne peut exercer, comment elle s'oppose, etc. Donc, vous trouvez tout ça dans ce registre. Et c'est ce que vous demandera la CNIL en premier lorsqu'elle fait un contrôle, c'est montrez-moi vos registres de conformité. Donc, c'est vraiment un élément documentaire essentiel. Deuxièmement, deuxième étape de la cartographie, c'est identifier donc, tous les processus qui sont concernés par le RGPD et les risques pour les droits des personnes. Donc, il existe 9 critères pour mesurer ce risque. Est-ce qu'il y a des données croisées? Est-ce qu'il y a des données politiques, sensibles, etc., des données biométriques? Et ces 9 critères sont extrêmement importants parce que c'est ça qui va déterminer la sensibilité de la conformité ou pas. Il y a vraiment un travail de granularité pour déterminer ce qui est une information sensible ou ce qui ne l'est pas, et une mise en conformité qui est réussie ou qui ne l'est pas. Donc tout ça, on va le retrouver au travers de la cartographie et des registres. Et comme je vous le disais, on réalise des interviews importantes pour réaliser ce registre. Alors, troisième étape sur les 6, c'est prioriser. Donc, sur la base du registre, vous allez identifier les actions à mener pour être conforme et déterminer les risques que vous encourez par rapport à ces registres, par rapport à ces traitements, si jamais il y a des conformités. Donc, la première chose que l'on va faire dans le cadre de la priorisation, c'est de limiter les traitements aux seules données nécessaires à la poursuite des finalités. C'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas avec des traitements, quand il s'agit de traitements en vue d'une finalité particulière, et qui vont recueillir des données qui n'ont rien à voir avec la finalité du traitement. Si j'accueille des stagiaires dans une formation RGPD, je leur demande évidemment leurs entreprises, leurs attentes, etc. Si je leur demande quelle est la composition de leur structure familiale, une donnée qu'on va stocker dans la base de données, évidemment, ça n'a rien à voir avec la finalité du traitement, et donc c'est une donnée à supprimer. On va également identifier donc la base juridique du traitement. Donc, je vous le disais, un consentement de la personne, un contrat, une obligation légale. On va réviser les mentions d'information, puisque les personnes doivent être informées de leurs droits, donc droit d'opposabilité, droit à la limitation, droit à l'opposition, droit à la mobilité, etc. Donc il faut qu'elles soient informées de tout ça, et puis leur droit de recours, à qui elles font un recours. Donc il faut une adresse mail, voire un droit de recours à la CNIL. Tout ça, on doit les trouver dans les mentions d'information. On va vérifier également que les sous-traitants connaissent leurs obligations. Donc, on va relire les clauses qui sont dans les contrats de sous-traitance. On va prévoir les modalités d'exercice des droits de la personne. Donc, quand une personne a une réclamation à faire, eh bien, il faut qu'elle puisse déterminer à qui elle fait cette réclamation dans l'entreprise. Donc, lorsqu'elle signe un contrat, même si c'est un prospect, même si c'est dans le cadre d'un devis, s'il y a une demande à établir, il faut qu'elle ait au moins un mail d'identification pour pouvoir faire sa réclamation. Et puis, enfin, vérifier les mesures de sécurité mises en place. Là aussi, c'est évidemment une étape extrêmement importante, que ce soit la politique des mots de passe, que ce soit la politique de gestion des outils informatiques, même la politique d'accès aux locaux. Vous vous retrouvez très régulièrement dans les entreprises avec des traitements sur lesquels vous avez des personnes qui n'ont rien à voir avec la finalité du traitement et qui peuvent y accéder, qui peuvent obtenir des informations et sur lesquelles vous avez des failles de sécurité importantes. Et on a de nombreux exemples en ce sens. Ensuite, une fois que vous avez tout ça, tout ce panorama, vous devez gérer les risques. Donc, déterminer ce qui est dangereux pour le droit des personnes de ce qui ne l'est pas. Et si vous détectez des éléments dangereux sur le droit des personnes, vous devez faire ce qu'on appelle une analyse d'impact pour la protection des données, une AIPD. C'est un élément là aussi extrêmement important.
Donc les AIPD, vous avez des outils pour les faire. Et là encore, je vous renvoie sur le site de la CNIL qui est extrêmement bien fait, très, très pédagogique. La seule petite critique, c'est sur son analyse d'impact qu'elle met à disposition, qu'elle mérite d'être gratuite et complète, mais qui est un petit peu lourde et complexe. Elle s'appelle PIA, là encore du fait de l'acronyme anglais. Vous pouvez la télécharger et puis vous pouvez essayer, si vous avez déjà un petit peu avancé dans ce qu'est le RGPD. Et vous verrez, mais je trouve quand même qu'elle est un petit peu lourde. Donc l'AIPD, vous devez la faire obligatoirement. Je vous ai indiqué tout à l'heure qu'il y avait 9 critères. Si sur ces 9 critères de risque, il y en a au moins 2 qui sont atteints, l'AIPD devient obligatoire. Et donc il faut à ce moment-là remplir l'AIPD en décrivant le traitement concerné, évaluer la nécessité de son maintien, s'il peut être supprimé. À ce moment-là, il faut le supprimer. À titre d'exemple, lorsque vous collectez des données biométriques dans une entreprise, tout simplement, vous accédez par empreinte digitale dans un local, vous avez des empreintes biométriques qui sont prises. On considère que ce sont des données sensibles, dès lors que c'est une extension de la personne, les éléments biométriques. Et donc, la question à se poser, c'est est-ce que cette sécurisation s'impose par empreinte biométrique ou est-ce qu'on ne peut pas y arriver d'autres façons, bêtement par une clé, est-ce que ce n'est pas suffisant, ou par des badges, ou par d'autres systèmes. Si évidemment c'est un local hautement sécurisé avec des données extrêmement importantes pour une entreprise, on pourra considérer que le maintien était nécessaire. Mais tout ça s'apprécie. On évalue les risques pour les droits des personnes. Qu'est-ce que ça va inclure en termes d'impact sur le droit de ces personnes? Et puis l'AIPD démontre la conformité du traitement au RGPD. Et elle doit se terminer sur cette note positive. Avant-dernière étape, c'est organiser. Ça, c'est un principe extrêmement important dans le RGPD. C'est de maintenir la conformité tout au long de la vie du traitement. Donc il faut bien évidemment anticiper tous les événements qui peuvent survenir au cours de la vie d'un traitement. Enfin, je vous disais surtout les failles de sécurité, les modifications du traitement, l'introduction de nouvelles bases de données, etc. Et donc cette conformité, elle se met en place dès la conception du traitement, notamment en prévoyant l'organisation de la remontée d'informations, en prévoyant le traitement des réclamations et en anticipant les risques de violation de données. Si jamais vous avez une violation de données qui est réalisée dans une entreprise, mais ça peut être tout simplement un ordinateur qu'on oublie, un portable qu'on oublie sur une table de restaurant et qui disparaît. Vous avez 72 heures pour le notifier à la CNIL. Et ça, c'est un élément extrêmement important, puisqu'il y a eu énormément de failles de sécurité qui ont donné lieu à des polémiques ces derniers mois partout dans le monde, pas seulement au niveau mondial, mais même dans des petites entités. Et la CNIL est très, très vigilante aujourd'hui sur les garanties qui sont apportées en termes de vol de données. Si on a le temps, je vous parlerai de jurisprudence dans les questions tout à l'heure. Vous verrez qu'il y a une foultitude de situations, y compris en Nouvelle-Calédonie. Dernière étape, documenter, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes considéré que vous êtes conforme, eh bien, il faudra apporter la preuve de cette conformité. C'est important, bien évidemment, pour la CNIL, parce que ça, c'est l'aspect sanction, mais c'est également important pour une entreprise qui a une image à faire valoir. Vous savez aujourd'hui qu'on parle de responsabilité sociale de l'entreprise, la RSE, je ne sais pas si ça vous parle. Ça va même devenir une obligation en France que les entreprises prévoient des mécanismes qui dépassent la simple finalité financière et lucrative pour inclure des objectifs, on va dire, plus généraux, qui peuvent être environnementaux, qui peuvent être le respect de valeurs. Le RGPD en fait partie. Le respect du droit des salariés, la garantie qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Donc tout ça fait que les gens sont de plus en plus sensibles au respect de leurs droits. Et cette documentation est extrêmement importante parce qu'à tout moment, et c'est plus une simple hypothèse, à tout moment, quelqu'un peut intervenir pour solliciter la garantie que ses droits ont été respectés. Et on voit, j'ai vu un marché il n'y a pas longtemps passer en Nouvelle-Calédonie où on exigeait que la personne apporte la preuve de sa conformité à ces valeurs portées par le RGPD, quelles étaient les mesures prises par l'entreprise. Donc c'est pour vous dire que nous, entreprises privées, quand on va répondre à des marchés publics ou des marchés privés,
il se peut qu'on nous demande dans les années et les mois à venir des garanties sur le respect de ces valeurs. Donc c'est la documentation qui nous permettra d'apporter cette garantie. Donc la documentation, elle va se réaliser par l'information des tiers avec des modèles d'information que l'on va présenter aux tiers lorsqu'ils viendront signer des contrats, des modèles de recueillement du consentement des personnes concernées. Là, on est filmé ce soir, comme les intervenants sont face à la caméra, on nous a fait signer à l'instant un consentement à être filmé. Et puis les procédures qu'on met en place. Sur les contrats, il faudra bien évidemment revoir les clauses de sous-traitance, qui la plupart du temps ne sont pas conformes, et les clauses générales entre professionnels ou avec les clients, les prospects, les contrats de travail, etc. Et donc dans la documentation interne, avoir les registres de traitement, les éventuels AIPD, les documents encadrant les transferts et la procédure à suivre en cas de faille. Donc voilà les 6 grandes étapes que je vais vous récapituler pour qu'une entreprise soit mise en conformité. Une fois encore, ces 6 étapes, ce sont celles qui sont décrites par la CNIL. Donc, comme vous les retrouverez très souvent dans les documents de présentation sur Internet, je vous les ai prises, puis elles ont le mérite d'être synthétiques. Maintenant, on a d'autres méthodes. L'autorité de contrôle, la ISO de Grande-Bretagne, elle va parler de 12 étapes. Nous, lorsqu'on fait des mises en conformité, on le fait en 20 étapes. Alors, ce n'est pas une course à celui qui fera le plus d'étapes, c'est juste un changement de granularité sur le nombre d'étapes et donc sur le niveau de détail auquel on va descendre. Mais que vous soyez en 6, 12, 20, vous allez retrouver évidemment les mêmes conditions de respect des obligations. Voilà, moi, les 20 étapes que l'on suit, c'est celle-ci. Alors, vous allez retrouver certains des points que j'ai évoqués. Nomination du DPO, en étape 7, les registres, en étape 8, les contrats, etc. Donc, tout ça, on les check au fur et à mesure de la mission de mise en conformité. Ça permet de sortir un rapport d'audit. Et en fonction de ce rapport d'audit, on s'assure que la personne est plus ou moins en conformité. Alors, je vous ai mis une jauge, c'est à titre illustratif, évidemment. On peut le faire, mais il n'y aura pas un diplôme de conformité, une fois encore, qui sera remis sur ce sujet. Donc, voilà. Et les questions, on les verra après. Hop, pardon. Et les 6 étapes, pour bien que vous les ayez en tête, je vous les ai remises. Désigner un pilote, cartographier, prioriser, gérer, organiser et documenter. Et je laisse la parole à Thème, président de l'Open Nouvelle-Calédonie, du cluster Open Nouvelle-Calédonie. Merci Franck. Donc juste une petite précision, cluster Open, organisation des professionnels de l'économie numérique, aujourd'hui comporte à peu près une 50aine d'entreprises qui sont des acteurs de la filière numérique et quelques acteurs associés, y compris la CCI, avec qui on travaille sur ce sujet-là, au titre des présentations qu'on est en train de faire, mais également au titre d'une offre dont je vais parler tout à l'heure, et de sensibilisation aussi à RGPD. Donc, pour commencer ma présentation sur l'RGPD, ce qu'il faut imaginer, essayer de voir, c'est que notre travail aujourd'hui consiste à modéliser quelque part les acteurs qui sont des acteurs internes ou externes et les modéliser en termes informatiques. Ce qui veut dire qu'on traite et qu'on stocke également des informations qui peuvent être des informations sensibles et on a l'obligation de les protéger contre notre propre utilisation, qui peuvent être une surutilisation ou une utilisation inappropriée, mais également les protéger pour qu'elles ne fuitent pas. C'est à partir du moment où elles fuitent, elles peuvent être utilisées n'importe comment, et on a l'obligation, quelque part, de les protéger. Et bien sûr, on distingue 2 types de données, des données personnelles en général, mais plus particulièrement des données plus sensibles qui peuvent porter sur des sujets plus intimes, qui peuvent être des orientations politiques, religieuses ou bien sûr d'autres informations sur de la santé. Donc, une petite précision, comme l'a fait tout à l'heure Franck, à savoir donc cette nouvelle notion de DPO, qui est un peu le prolongement de ce qui existait comme SIL, les personnes donc référentes au niveau de liberté de l'information. C'est des gens qui sont obligatoires
pour des organisations de plus de 250 personnes, mais qui sont d'une grande aide, puisqu'on peut les externaliser, comme m'a dit tout à l'heure Franck. Ce qu'on essaye de faire, nous, au niveau du cluster, c'est de regrouper le maximum de ces DPO, d'essayer de les labelliser, d'essayer de s'organiser pour créer des offres ensemble, afin d'éviter également des gens qui n'ont pas forcément les connaissances et les compétences requises puissent profiter quelque part de cette aubaine et je dirais, ne pas orienter correctement les acteurs économiques. Donc, juste un petit rappel également pour rappeler quelles sont la nature des données. Les données peuvent être des données externes. En général, on se focalise beaucoup sur les données externes, qui sont des données de prospects ou de clients, mais également des données internes, puisque les données de nos salariés sont également des données personnelles qu'on doit de protéger, qu'on doit également de s'assurer de leur bonne utilisation. Donc voilà, donc c'est un sujet qui est important qu'il ne faut pas oublier, quoi. Après, en tant que sous-traitant, parce que le cluster regroupe principalement des sous-traitants en fait, dans la partie numérique, on devient, à travers cette nouvelle loi, des co-responsables. Donc on est autant responsable de l'exploitation des données pour lesquelles on est sous-traité que notre client. Donc ce qui nous oblige, non seulement parce qu'on a vu qu'on est dans une co-responsabilité, d'informer, d'accompagner correctement nos clients, dans le traitement des données, dans leur stockage, s'assurer également que nos clients sont bien au courant des enjeux de l'RGPD, également de proposer des solutions techniques qui soient compatibles RGPD, également les aider à mieux utiliser leurs données, comme par exemple ce qui était déjà stocké, à savoir, pour donner un exemple concret, c'est tout ce qui est mailing. On doit s'assurer que les mailings en question ont été bien constitués. Si ce n'est pas le cas, en général, et même si c'était le cas, si c'est des données mailing, enfin de courriel qui ont été stockées depuis un moment, de relancer le consentement, donc on appelle la règle de re-opt-in. Quelqu'un qui a donné son accord il y a 3 ans, 4 ans, ça ne veut pas dire qu'il est toujours consentant à ce qu'on utilise une donnée comme un courriel. Donc on va essayer de mettre en place des solutions pour organiser cette collecte du consentement, de nouveau le consentement. Alors les enjeux sont importants, ce qui nous amène à perdre également des fois des clients, mais ça peut également ramener, enfin on s'assure en tout cas du consentement des personnes, ce qui veut dire ça peut améliorer également notre relation avec des tiers, quoi. On verra des exemples tout à l'heure plus concrets. Ça peut être également des sujets simples, hein, c'est l'utilisation d'HTTPS. Donc ça, c'est pour les sites Internet, s'assurer que nos sites Internet sont correctement sécurisés. Donc je vous rappelle que cette règle d'HTTPS était au départ très connue à travers tout ce qui est système bancaire. C'est le cadenas qu'on voit à côté de l'adresse URL. Aujourd'hui, c'est généralisé à tout site Internet. À partir du moment où il y a des échanges, on s'assure qu'on a un certificat HTTPS en due forme, et ce qui nous permet de sécuriser les échanges entre les internautes et nos sites Internet. Donc également, les solutions sont multiples, hein, dépendent également des besoins du client, mais à chaque fois qu'on essaie d'amener des solutions, il faut qu'on s'assure qu'elles soient, comme je disais tout à l'heure, compatibles. Ça veut dire qu'elles intègrent d'office la gestion, par exemple, du droit à l'oubli, parmi d'autres aspects. Donc s'il y a un tiers qui demande à ce qu'on enlève son empreinte, il faut qu'on soit en capacité de le faire, et de le faire rapidement. Donc je prends quelques profils, quelques exemples en fait de sociétés qu'on peut avoir. Sur le cas de site Internet, qui est un cas simple, donc cas pragmatique, j'ai quelqu'un qui a juste un site vitrine. Qu'est-ce que c'est un site vitrine? C'est un site qui ne comporte pas de formulaire. Il n'y a pas d'interaction avec quelconque base de données, ou voire même de récupération de mail. Donc, besoin très simple. A priori, ce qu'on a en général, on a un minima, un suivi de l'audience. Donc là, forcément, on a des cookies qui permettent de suivre cette audience. Donc l'outil le plus connu est Google Analytics. Donc on doit informer nos internautes qu'il est suivi par des cookies lors de sa navigation. Donc ça, on verra tout à l'heure à quoi ça correspond techniquement, enfin visuellement. On voit qu'il n'y a pas grand-chose, hein, c'est juste s'assurer que, vu qu'il n'y a pas de traitement, donc on a juste des petits rappels à mettre en place. Si je collecte, donc là on va sur quelque chose d'un peu plus évolué, je collecte des courriels, des emails pour constituer une base de mailing.
pour envoyer des newsletters. Donc forcément, il y a un traitement, même si c'est juste un champ, si c'est juste une donnée, on est déjà dans des problématiques de traitement. Donc je dois avoir un registre de traitement qui doit être correctement renseigné. Je dois m'assurer que l'internaute, lorsqu'il saisit son emailing, a bien choisi de recevoir, donner son consentement pour la réception des newsletters. Ça s'appelle la règle de l'opt-in. Ça veut dire une case à cocher qui est vide et qui est positive. Ce n'est pas une question qui est alambiquée ou qui n'est pas claire. Donc ça doit être très clair. Je précise à ce titre-là qu'il existe aujourd'hui en Europe, donc on est en plein milieu d'une loi qui est déjà applicable sur des grands sites donc connus, des endroits où ces règles-là ne sont pas respectées. La règle de l'opt-in n'est pas respectée. Je l'ai vu sur plusieurs sites, par exemple, de compagnies aériennes, y compris des filiales d'Air France. Donc pour dire que le travail n'est pas fini, il y a eu beaucoup de sociétés qui ont reçu des amendes, mais je n'ai pas l'impression que ça soit bien pris en considération. Donc la règle de l'opt-in, elle est simple. Hein. Je donne mon consentement d'une façon très claire. Je dois également donner toujours l'accès à mes mentions légales et également à la notion de respect des droits de personne. Donc, c'est des pages qu'on met en place et on demande aux personnes de s'assurer qu'ils ont bien compris ce qui était marqué dedans et de le notifier, quoi. Et donc, également, vu que j'ai de la donnée, même si c'est juste des emailings, il faut que je m'assure que le stockage de ces courriels est bien sécurisé. Donc, il n'y a pas d'autres personnes qui puissent accéder sans qu'ils soient autorisés à le faire pour pouvoir les capter et l'utiliser à d'autres fins. Donc, ça, c'est aussi dans ma responsabilité. Alors, on va un peu plus loin. C'est l'exemple pour un site Internet qui est le plus loin que je peux citer. C'est qu'on a de la newsletter, mais on a également un logiciel qui permet de gérer, par exemple, une relation client. En tout cas, on est sur des bases d'e-commerce, on achète, les gens achètent, donc on a des informations un peu plus évoluées. Donc là, forcément, ce qu'on va avoir la même chose qu'on a vu tout à l'heure, donc un registre de traitement qui va être un peu plus fourni parce qu'on a plus de besoins. Ce qu'on va avoir de plus par rapport à tout à l'heure, c'est les clauses de sous-traitance, donc parce qu'a priori, on travaille avec des solutions tiers. Et dans ce cas-là, il faut qu'on ait géré les clauses de sous-traitance pour définir la responsabilité de chacun et qu'ils s'engagent, dans cette sous-traitance, s'engagent aussi à être compatibles RGPD. Donc, qu'est-ce que ça représente en termes de charges ou de coûts? Alors, le premier exemple le plus simple, c'est que j'ai un petit commerce physique, j'ai pas de facture, j'ai pas de site Internet. Probablement, j'ai des fichiers Excel. Probablement, si c'est le cas, il faut compter un minima, une petite visite de ce qu'on a. Est-ce que si on a des fichiers Excel, est-ce qu'ils sont bien protégés, etc. Donc, à partir du moment où on a quelques petits traitements, que ce soit et qu'on stocke un peu de données, il faut qu'on ait une petite vérification de notre compatibilité à l'RGPD. Si je commence à avoir un petit site physique, je mets des factures, c'est le cas à peu près de la majorité des entreprises, il faut imaginer pour voir quelques heures. On parlera tout à l'heure de l'offre qu'on est en train de préparer avec la CCI. On parle d'un diagnostic de 2 à 3 heures pour s'assurer, informer, s'assurer qu'on peut être compatible sans grande peine. Et si ce n'est pas le cas, de prévoir quelques jours parce qu'on a une base CRM, donc des logiciels un peu plus évolués, auquel cas il y a un peu de travail pour s'assurer qu'on est conforme. Et bien sûr, si je suis sur des organisations plus grandes, ça peut être quelques jours, voire quelques dizaines de jours, voire pour des organisations comme le PT par exemple, puisque Diane va nous en parler tout à l'heure, j'imagine que c'est au moins quelques mois et encore. Au niveau de Open, donc c'est une petite cartographie des acteurs d'Open qui aujourd'hui agissent dans le cadre de l'RGPD. Pour vous simplifier la vie, ce qu'on a imaginé, et c'est une offre destinée à des petites structures principalement, de travailler avec la CCI pour organiser des permanences pour sensibiliser les acteurs, mais également pour organiser des offres. Ça veut dire quoi? C'est que, a priori, les contacts qui vont être adressés à la CCI vont être accueillis par le cluster, et le cluster va, selon le type de contact, déjà d'une part organiser des diagnostics de 2-3 heures. On va voir comment on va travailler sur la construction de l'offre et potentiellement peut-être un financement public également.
Et après, suite à ça, selon les besoins, s'il y a des besoins plus évolués, l'orienter vers les personnes qui sont les plus appropriées à traiter ces demandes-là. On a parlé tout à l'heure des PO, hein. On disait qu'il était effectivement, a priori, une tendance, une coloration juridique principalement, mais lorsqu'on rentre dans le vif du sujet, on va s'attaquer selon ce qui est, comment dire, équipe les sociétés, on va se retrouver sur des problématiques informatiques qui peuvent être du ressort des fournisseurs, parce que c'est des logiciels qui sont propriétaires, qui peuvent être des traitements également à l'intérieur de la société, auquel cas un certain nombre de prestataires peuvent intervenir pour s'assurer, d'une part, que tous les traitements sont compatibles, et demain, si on vous demande de faire quelque chose, de pouvoir la faire rapidement, et d'autre part, de la sécurisation de votre réseau et également de votre stockage. Donc, tout ça, donc l'idée qu'on essaie d'organiser, c'est que ce soit le plus simple par rapport aux entreprises calédoniennes, parce qu'aujourd'hui, c'est pas si simple que ça, quoi, pour faire rapidement. Donc, on est en train de travailler sur le sujet. Je pense que d'ici quelques semaines, on va commencer à communiquer sur le sujet, quoi, avec la CCI. Alors, on prend un exemple sur un site qu'on a développé dans le cadre de la campagne d'inscription aux listes électorales. Donc, je parlais de la notion des cookies. Donc, dès qu'on rentre sur le site, et ça, aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose que vous allez voir sur la majorité des sites que vous visitez, vous allez avoir un bandeau cookies. C'est le bandeau en orange en bas, où on rappelle qu'il y a donc des cookies et on demande à ceux qui veulent bien voir qu'est-ce qui existe derrière ces cookies pour donner leur consentement, s'ils le veulent, de pouvoir appuyer sur un bouton et de découvrir ce qu'il peut avoir derrière. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir? En général, c'est le Google Tag Manager, c'est Google Analytics. Donc, c'est des cookies qui permettent le suivi de la visite de l'internaute. On demande un consentement. Voilà, il peut s'enlever. La loi l'autorise. Également, les mentions légales, on les rappelle, en mettant une case à cocher pour dire j'ai bien vu et je suis en accord avec les conditions, les mentions légales, et également la politique de confidentialité des données que le site applique. Donc il y a une case à cocher qui n'est pas remplie, qu'il faut appliquer pour pouvoir rentrer dans le site. Donc c'est un besoin simple, je dirais le b.a.-ba. Bien sûr, c'est pas lorsqu'on fait ça qu'on est compatible RGPD, ça serait trop simple. Mais en tout cas, c'est un premier pas vers cette conformité. Alors, pour résumer, l'RGPD, c'est des contraintes. On applique aujourd'hui, c'est une contrainte donc réglementaire. Ça peut prendre beaucoup de temps et beaucoup de finances. Le fait de potentiellement mettre en cause un système d'information n'est pas simple. Ça demande également des efforts. Ça peut changer des processus. C'est beaucoup de documentation et un registre de traitement, mais pas seulement. Franck, on a parlé tout à l'heure. Et ça peut changer. C'est un impact très fort sur l'aspect également marketing, dans la façon de traiter de la donnée, mais également dans le potentiel de perte, quelque part, d'un actif qu'on a actuellement, qui n'est pas bien forcément géré, mais qui peut être des fois conséquent, quoi. Alors, et qu'on est normalement, lorsqu'on envoie des campagnes du opt-in, on perd pas mal de mailing, hein. C'est comme ça, mais on doit s'y conformer. Après, les opportunités, la principale, c'est sécuriser vos données. C'est sécuriser les relations avec les internautes, avec les clients. Dire qu'on est RGPD, c'est leur assurer qu'on traite correctement leur data, qui peut être sensible et puis être très importante dans l'approche de un certain nombre de clients. Ça permet aussi de qualifier la base de données. Certes, on va avoir beaucoup moins, par exemple, d'adresses email. Par contre, ceux qui restent, c'est des gens qui ont consenti, qui sont d'accord pour qu'on communique avec eux et qui certainement apprécient énormément qu'on le fasse. Donc, c'est quelque chose qui peut être positif. Donc, voilà, c'est une contrainte qui existe, qui peut représenter une opportunité. Revisiter un système d'information, certes, c'est coûteux, mais ça peut être aussi l'occasion de changer un certain nombre de processus et d'améliorer ce système d'information. Donc, voilà, j'ai terminé ma présentation. Je laisse la parole à Diane pour présenter mise en conformité à l'OPT.
François. Alors, on m'a demandé d'intervenir aujourd'hui pour vous montrer ce qu'on a réalisé au niveau de l'OPT à la suite de cette nouvelle réglementation. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'OPT est déjà dans une démarche de protection des données personnelles depuis déjà un certain nombre d'années avec la mise en place d'un correspondant informatique et liberté. Donc aujourd'hui, on a fait évoluer un certain nombre d'actions qu'on avait déjà commencées et on en a créé certaines. Donc je vais vous présenter en 2 temps le cadre global de comment l'OPT s'est mis en conformité, avec donc la mise à jour d'actions déjà en place. On n'en parle pas nécessairement, mais nous, on a créé un tableau d'archivage et de conservation des données afin de déterminer en fonction des types de documents les obligations qui s'imposent en la matière. Ce n'est pas propre au RGPD, mais c'est un élément qu'il faut aussi prendre en considération dans le cadre de la protection des données personnelles. Ensuite, donc, on a revu entièrement notre clause informatique et liberté, puisque, comme vous le disiez tout à l'heure, Franck, il y a un impact considérable sur les contrats avec cette notion de co-responsabilité. Donc, je vous présenterai juste après exactement le type de clause qu'on a pu mettre en œuvre. On a revu les traitements des données personnelles au sein de l'OPT. Donc, il y a une mise à jour du registre. Donc, il y avait déjà un registre qui existait. Actuellement, donc notre DPO est en train de faire le tour de toutes les directions pour remettre à jour les traitements, puisque, comme il a été précisé juste avant, les traitements peuvent évoluer avec le temps. Donc, il est en train de tout remettre à jour, ce qui permet d'en supprimer certains, d'en créer d'autres. Donc voilà. Ensuite, il a mis en place une politique de protection des données, donc qui est accessible sur le site internet de l'OPT. Et justement, sur la mise en conformité des sites internet, donc qui vous a été aussi présenté, on a mis en place une gestion des cookies. On a également accompagné le webmestre avec des recommandations pour la mise en conformité des sites internet et donc des applications aussi qui en découlent. Donc là, je vous présente rapidement vraiment les chantiers en cours. Donc on a nommé très récemment notre DPO. En fait, on a remplacé notre correspondant informatique et liberté, ou plutôt on a valorisé notre correspondant informatique et liberté en le nommant DPO. Alors, contrairement à ce qui peut être dit, souvent c'est un profil juridique. Là, pour le coup, nous, on va être plutôt dans les 20% avec le profil technique. Par contre, le DPO est accompagné par le service juridique pour toute la partie réglementation, parce que forcément, il n'a pas du tout ce volet de connaissances et donc il a un fort besoin d'accompagnement sur le juridique. Alors, ce qui est en cours, donc j'espère qu'au 1er juin, nous serons prêts. C'est la création et donc la documentation de la procédure de violation des données, ce qui n'existait pas à l'heure actuelle. Donc forcément, on a des procédures et petits processus quand il y a une violation de données, mais ce n'est pas au niveau RGPD de tout ce qui est aujourd'hui demandé. On a revu, donc là, on est encore en train de finir les formulaires de collecte des contrats et des clients et sous-traitants, donc notamment avec cette notion d'opt-in. On insère désormais donc le volet RGPD dans la gestion de projet, puisque avec le RGPD, on n'est plus du tout dans la même logique qui est celle de déclarer le traitement d'une donnée, mais plus de la prendre en amont. Donc le travail aujourd'hui au sein de l'OPT, c'est dès la mise en place d'un projet, d'introduire cette notion de protection des données. Donc là, récemment, on a travaillé sur quelque chose qui va être bientôt mis en œuvre, comme le paiement en ligne express. Donc là, ça consistait à solliciter donc le DPO et le service juridique pour aider dans la mise en place du projet. Et non pas de venir après coup, avec le projet déjà tout ficelé, mais plutôt de réfléchir en amont sur la protection des données qui sont concernées. Et alors, du coup, on a aussi un très gros travail qui est fait sur la formation et sur la sensibilisation du personnel. Donc, ça a commencé par des diffusions en interne d'informations sur qu'est-ce que le RGPD.
On a été un peu plus loin avec des présentations plus physiques, avec notamment au niveau de nos instances dirigeantes. Et là, on est en train de travailler du coup sur un volet e-learning, parce qu'on ne peut pas former tous les agents de l'OPT, enfin en tout cas avant le 1er juin, sur le RGPD, mais on a un e-learning qui est donc accessible pour tous les agents. Et on aura une formation donc en présentiel en fonction des besoins des directions, notamment pour le marketing et puis pour l'ensemble du service juridique qui n'est pas encore au fait de toutes les obligations du RGPD. Donc là, c'était vraiment, je vous ai dressé un panel très très général pour vous montrer un peu des exemples sur ce qu'il faut faire pour se mettre en conformité au-delà de ce que Franck vous a présenté. Après, je vous fais un focus un peu plus spécifique sur les contrats. Donc, les contrats clients avec toutes les obligations supplémentaires d'information qui s'imposent aujourd'hui. Alors, très schématiquement, c'est vraiment se poser plusieurs questions. Déjà, la finalité du traitement des données. Pourquoi est-ce qu'on va traiter telle donnée? Nous, généralement, c'est aux fins d'amélioration du parcours client. Qui sont les acteurs internes concernés? Puisque au-delà de la notion de responsable de traitement, on est obligé aussi de procéder en interne à savoir qui va manipuler ces données. Donc les types de données, savoir si justement on est face à des données sensibles, puisqu'en fonction, le traitement en sera différent. Et on revient nécessairement à la durée de conservation des données. Donc là, on se reporte à notre tableau d'archivage pour déterminer combien de temps ces données seront conservées. Et surtout, le rappel de tous les droits du client. Donc là, je vous ai mis quelques exemples, mais il faudra les voir en détail. Droit à l'accès, à la rectification, à l'effacement, à l'opposition, à la limitation, à la portabilité. Donc en fait, le travail aujourd'hui, c'est aussi de permettre de mettre en œuvre ces droits. Parce qu'au-delà de le citer dans les contrats, ce qu'il faut après, c'est en interne pouvoir les actionner et que les services puissent répondre en tout cas aux besoins du client s'il en fait la demande. Alors, on a une partie aussi sous-traitant, donc tout ce qui est contrat de prestation de services qu'on conclut avec nos prestataires, et notamment ceux qui sont soumis à la commande publique. Donc, les marchés publics, on a déjà réalisé une grosse modification de nos documents, avec donc cette nouveauté du RGPD qui est la co-responsabilité. Donc, dans le closier qu'on a revu, on a déjà commencé par faire un rappel des définitions, pour qu'au moins les termes soient clairs. On a commencé par le b.a.-ba, on rappelle ce qu'est un traitement, qu'est-ce qu'une donnée. Ensuite, donc, on indique clairement la finalité du traitement des données. Donc, on précise le type de données concernées. On rappelle à chaque fois les droits des personnes qui sont donc concernées par le traitement. Et on précise clairement la responsabilité, donc l'engagement de conformité des parties au contrat, pour bien rappeler cette nouvelle notion qu'est la co-responsabilité et que donc la manipulation des données personnelles dans le cadre d'un contrat de sous-traitance peut engager la responsabilité du sous-traitant. Donc ça, on l'a prévu. Donc on disait tout à l'heure, il faut que ce soit prévu dans le contrat. À l'OPT, on l'a déjà inséré, que ce soit au niveau des marchés publics et au niveau de nos conventions donc, qui ne sont pas nécessairement soumises aux marchés publics. Ce sont des mentions qu'on a déjà prévues. Et donc, on doit également indiquer si un transfert des données est prévu ou pas hors Union européenne. Donc là, c'est vraiment en fonction de l'objet du contrat qu'on déterminera ces différents éléments. Donc la plus grosse partie reste donc le listing des droits et obligations des parties au contrat. Donc on voit le côté responsable de traitement, donc OPT, avec la garantie de mettre en place des mesures techniques et d'organisation appropriées et effectives. Bon, c'est une terminologie, mais en gros, ça signifie qu'on met tout en œuvre, en tout cas, pour assurer la protection des données personnelles et toutes les mesures de sécurité adéquates, donc le renforcement de la protection au niveau de nos systèmes d'information, et qu'on garantit du coup que les sous-traitants présentent des garanties suffisantes en termes de sécurité et de confidentialité. Donc c'est une exigence qu'on réclame de nos sous-traitants, mais ça veut dire qu'on, nous aussi, de notre côté, on vérifie que cette garantie est suffisante. On vise également la coopération en cas de saisine de la CNIL, aux demandes d'une personne concernée par le traitement des données, et donc la tenue d'un registre de traitement.
Donc ça, c'est pour le volet responsable de traitement. Et ensuite, pour donc, le co-contractant, c'est le fait de prévoir un traitement des données exclusivement pour le responsable de traitement, que les données qui sont transmises par le responsable de traitement ne soient pas utilisées à d'autres fins que ce contrat, sauf si c'est précisé. À la tenue d'un registre de traitement pour le compte du responsable des traitements. Donc l'objectif n'est pas de tout mélanger avec ses différents clients. D'aider à la charge de la preuve et à la coopération, c'est-à-dire que si le responsable de traitement faisait l'objet d'un contrôle de la CNIL, on prévoit dans nos contrats que le co-contractant s'engage à aider à rapporter la preuve qu'il y a bien eu mise en conformité à la réglementation. Et l'obligation de notification en cas de violation des données. Donc là, c'est dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de violation des données. On prévoit une clause selon laquelle le sous-traitant, en cas de violation des données, donc un problème sur son système informatique ou autre, on parlait tout à l'heure de vol d'un ordinateur portable, dans le cadre de son contrat de sous-traitance, il est obligé de le notifier à l'OPT sous peine d'engager sa responsabilité. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et on va passer désormais aux questions. Merci. Donc, s'il y a des questions, on vous répondra avec plaisir. Juste une précision, Athème doit nous quitter, je crois, dans quelques minutes. Donc, si vous avez des questions plus techniques, peut-être en priorité, sinon, toute question sera la bienvenue. J'en conclus que la présentation a été extrêmement claire et... Ah, il y a une question. Allez-y, madame, je vous en prie. Je répondrai à la démoralisation. Je vous en prie, madame. Bonjour. Alors, dans les logiciels de facturation, on ne peut pas supprimer une facture, c'est normal, c'est la loi. Mais du coup, si un client demande d'enlever ses données personnelles, donc de supprimer le client, c'est pas possible. Comment est-ce qu'on fait? Tout simplement, il a exprimé son consentement à ce que ces données personnelles, si vous avez une facturation, c'est que vous avez une situation contractuelle dans laquelle il a donné son consentement. Donc la base de votre traitement de données, c'est son consentement. Donc dans ces conditions, il peut bien évidemment demander à ce que son consentement soit retiré, mais ça veut dire que le contrat s'arrête avec. Il faudra quand même traiter la situation antérieure et pour la suite, quelqu'un qui veut retirer son consentement alors que c'est un élément essentiel du contrat, ça veut dire qu'il doit rompre le contrat. Mais il picore pas sur ce qui lui convient ou sur ce qui ne lui convient pas. Ce que je veux dire, c'est si à la fin, c'est-à-dire il veut plus qu'on travaille ensemble, d'accord, il me demande de supprimer toutes ces données, mais je ne pourrais pas le faire parce qu'il y a certaines informations que je devrais garder, ne serait-ce que pour ma facturation, parce que je ne peux pas supprimer des factures. Oui, absolument. Donc, on différencie effectivement un certain niveau dans les obligations qui sont les vôtres. Si je prends un exemple de ressources humaines, vous devez conserver les données relatives à vos salariés pendant 5 ans. Au bout de 5 ans, ça veut dire que vous êtes tenu de les supprimer. Pour autant, vous pouvez en archiver certaines. Alors, il y a des conditions pour l'archivage, mais les conserver au-delà, notamment pour inclure des hypothèses contentieuses ou également pour le calcul des droits à la retraite ou des redressements. Donc, il y a certaines données que vous pouvez conserver toute la vie de la personne, même bien après qu'elle soit partie, parce que vous en aurez besoin. Donc, la seule chose, c'est de s'assurer que la finalité pour laquelle vous les conservez est conforme à ce pourquoi vous les avez collectés. D'accord, merci. Je vous en prie. Donc, quelqu'un me faisait part de démoralisation. Encore une charge sur les entreprises. Je partage tout à fait votre point de vue. Effectivement, c'est une contrainte que l'on supporte en plus d'autres. Mais ne vous y trompez pas, de toute façon, on n'aura pas le choix, non pas sous l'angle juridique, c'est pas parce que c'est une loi qu'il faudra le mettre en place, c'est tout simplement sous l'impulsion des clients ou des opérateurs économiques. On parlait de l'influence sur les marchés publics, Diane vous en a parlé tout à l'heure, mais ça va être également les personnes qui sont de plus en plus sensibilisées au respect de leurs droits et à la nécessaire protection
protection. C'est vraiment vécu aujourd'hui comme un élément de la personnalité. Et les failles de sécurité qu'il y a pu avoir ces dernières années le montrent assez, mais même tout simplement des éléments que vous trouvez aujourd'hui sur les réseaux sociaux calédoniens où des gens estiment que leur vie est exposée de façon indue. Donc les personnes sont de plus en plus sensibles à ça et il y a une véritable demande. En France, depuis la mise en place du RGPD, en l'espace de 6 mois, sur l'année 2018, il y a eu 11 000 plaintes d'enregistrées. Donc ça vous montre qu'en réalité, ce n'est pas la loi qui va nous imposer ça, mais c'est tout simplement les comportements des acteurs. Si je dois faire un petit parallèle, c'est un petit peu comme le droit de l'environnement. Il y a 20 ans, on s'en préoccupait pas vraiment. Aujourd'hui, si je fais pas le tri dans mes déchets, je me fais enguirlander à la maison par tout le monde. Donc, si vous voulez, c'est des évolutions sociétales qui s'imposent à nous et les entreprises n'y couperont pas de toute façon. Oui. Oui, bonsoir. Moi, j'aurais peut-être une petite question un peu plus technique. Ça va être lié... tout à l'heure, on parlait de Google Tag Manager. Donc, ça va être plus pour le monsieur de Skazi, peut-être. Quand on mène des campagnes, par exemple, sur Google, des campagnes sur le réseau display ou sur le réseau recherche, qu'on travaille dans le marketing, et qu'on veut et qu'on souhaite, pour un de nos clients, faire, ou même pour nous, faire une campagne de remarketing. Du coup, est-ce que le RGPD s'applique et dans quelles conditions? Là, ça, en fait, en général, oui, tout d'abord, ça s'applique à tout, le RGPD, quoi, mais comment l'appliquer, c'est ça la question, quoi. Non, c'est pas simple de c'est pour ça, ouais, je m'en doute, ouais, c'est pas très simple. Non, pour moi, la lecture, c'est dans le cadre d'un consentement. C'est typiquement pour faire du remarketing, par exemple, on utilise des adresses email pour qu'on puisse s'adresser, lorsqu'on fait une pub, s'adresser d'une façon plus précise à des gens qu'on a déjà contactés, quoi. Que ce soit par des mailings, que ce soit parce qu'on les a déjà enregistrés dans les cookies, parce qu'ils ont visité notre site et auquel cas on les retrouve sur les réseaux sociaux, on essaie de les rappeler parce qu'ils ont fait un achat, tout ça. Pour moi, c'est dans le cadre de la politique de gestion de la confidentialité qu'on doit le préciser, en tout cas dans le traitement de ce qu'on est capacité de faire avec le client. Donc, en résumé, ça évolue pas beaucoup par rapport aux anciennes règles de confidentialité et d'acceptation des cookies. Donc, dès que le client accepte le chaland accepte les cookies sur le site internet qu'il visite, oui, on peut être amené à le recibler ultérieurement sans aucun risque et stocker cette liste là, étant donné que c'est que des ID qui sont confidentiels, qui ne correspondent pas à rien. Il faut qu'on précise dans le cadre du consentement, quoi. Il faut que ça soit bien précisé, quoi. Dans le consentement d'acceptation des cookies du site internet. C'est ça. Pas seulement l'acceptation, mais la finalité pour lesquelles vous recueillez ces cookies. Donc si vous voulez faire du remarketing derrière sur une finalité autre que celle sur laquelle il a donné son consentement, il faudra de nouveau recueillir son consentement. Donc c'est pour ça que vous devez le préciser dès le départ. Et le RGPD interdit la liaison des finalités, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre dans une seule acceptation, ce qu'on trouve malheureusement même sur les sites des principaux opérateurs mondiaux, dans une seule acceptation, j'accepte que vous recueilliez les données de ma connexion, les cookies, que vous les utilisiez afin de me faire des offres marketing, et puis que vous les diffusiez à des tiers que ça peut intéresser. Ça, ce sont des conditions liées, et ça veut dire que soit vous acceptez tout et pour pouvoir consulter la page, soit vous acceptez rien et vous devez partir. Donc il faut bien, s'il y a des finalités différentes sur un consentement, qu'elles soient apparentes lorsque la personne exprime son accord. Juste pour terminer là-dessus, du coup, ça veut dire qu'on doit spécifiquement, si on mène une action sur une semaine, on doit modifier les règles du site internet et d'acceptation des cookies sur l'instant T et pendant la durée de la campagne. Absolument. Ok, merci. Bonsoir. Alors, c'est une question assez simple, en fait, concernant la formation des salariés et les contrats de travail. L'entrée en vigueur du RGPD donc, impliquera, j'imagine, la signature d'avenants au contrat de travail de chacun des salariés pour inclure les clauses RGPD, ou alors est-ce qu'une information du comité d'entreprise, des délégués du personnel suffirait?
Alors non, l'information générale donnée au comité d'entreprise ne suffit pas puisque vous êtes dans une relation contractuelle individuelle avec vos salariés. Pour autant, tout dépend à quelle fin vous avez besoin de recueillir leur consentement. Le plus simple, c'est tout simplement de revoir soit votre charte informatique, soit de votre règlement intérieur et de le notifier sans faire forcément un avenant au contrat. Donc de leur rendre opposables les éléments, d'une part qui s'imposent à vous, et d'autre part de les informer de leurs droits, puisque c'est surtout de ça dont il s'agit. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles le RGPD va aussi se diffuser très rapidement. On voit aujourd'hui, alors pas encore en Nouvelle-Calédonie, mais en métropole, des entreprises où les salariés, les syndicats, le comité d'entreprise ont compris qu'ils avaient un effet de levier important avec le RGPD et sur le respect de leurs droits ou le non-respect de leurs droits. Et là aussi, c'est quelque chose qui pousse pour une mise en conformité rapide. Parce que ça concerne également tous les systèmes, les caméras de surveillance, les choses comme ça. Le RGPD a aussi des conséquences au niveau de l'information du personnel là-dessus, non ? Oui, absolument. Mais c'est ce que vous disiez, Diane, tout à l'heure. Il y a un gros travail. Ça fait partie de la mise en conformité. Il n'y a pas que l'aspect traitement informatique dont il faut s'assurer de la régularité. Il y a un gros travail de prise de conscience, savoir comment on traite des réclamations, comment on s'assure d'une conformité en permanence. Donc c'est une information préalable qui commence par la direction générale. Donc lorsqu'on fait un travail de mise en conformité, déjà on s'assure que la direction générale a pris conscience des enjeux que ça induit. Et ensuite on diffuse ça en pluie fine pour irriguer tous les services de l'entreprise. D'accord, merci. Bonsoir. Si j'ai bien compris, donc quand on a par obligation légale ni site, ni sollicitation de clientèle, ni campagne marketing, ça nous simplifie un peu le boulot quand même. Par contre, on se retrouve à devoir absolument vérifier les conformités des données que l'on a. Donc ça, il y a toute la partie logicielle que l'on peut utiliser. Pardon, je ne vais pas préciser, je suis pharmacien et président de l'Ordre des pharmaciens. Et on a donc des données sensibles. Je sais qu'en métropole, ils ont dû... au niveau des logiciels qu'ils utilisent, avoir des accréditations des logiciels comme quoi ils sont conformes. Est-ce que ici, parce qu'on a 3 logiciels qui sont utilisés ici, est-ce qu'il y a une autorité qui peut donner cette accréditation pour les 2 acteurs locaux ou pas ? Et donc ensuite, on est en protection des données en local. D'accord. Alors non, il n'y a pas d'accréditation locale. C'est comme je vous le disais, le RGPD, c'est une auto-certification. Donc lorsqu'une personne édite un logiciel, c'est à elle de vous apporter la garantie, ce qui vous protège vous, que son logiciel est conforme au RGPD. Si tel n'est pas le cas, bien évidemment, on va aller chercher votre co-responsabilité en premier. Si par exemple un patient se plaint d'une atteinte à ses droits, il va d'abord chercher la responsabilité de la personne qui a failli. Mais elle pourra se garantir en disant « mais c'est sur la base d'une garantie qui m'a été donnée ». Il n'y a pas d'accréditation spécifique. Par contre, vous avez des organismes qui, en métropole, peuvent vous indiquer si vous êtes en conformité ou pas. Donc, on conseille que ce ne soit pas le DPO. Le DPO, lui, évidemment, engage sa responsabilité personnelle, mais ce n'est pas à lui ensuite de vous dire « vous êtes conforme », puisque ça revient à évaluer son propre travail. Donc, vous avez... Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup, à mon sens, il doit y en avoir 1 ou 2 en France qui font ce travail de certification et qui s'apparentent à une norme ISO. C'est notamment le bureau Veritas qui a développé une certification qui est reconnue par la CNIL. Mais une fois encore, c'est pas un diplôme, hein, c'est pas un titre que l'on vous délivre, c'est simplement une mesure de la qualité du travail que vous avez déployé en interne pour respecter les droits. Et en Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas d'entité qui va vous garantir sur ce point, à part vous-même, avec l'assistance évidemment des intervenants dans ce domaine. D'ailleurs, je vous félicite parce que ça fait
plusieurs semaines que je délivre des formations dans le domaine du RGPD, donc des formations longues de plusieurs jours. Et je m'étonnais jusqu'à présent de grandes absences. Ce sont les personnes publiques, qui certaines s'y mettent, hein, comme l'OPT ou la mairie de Nouméa ou mairie du Mont-d'Or, etc., mais qui sont quand même les principales concernées et les principaux pourvoyeurs de traitements qui portent atteinte à des données extrêmement sensibles. Et puis les professions médicales, où je suis effectivement étonné, enfin étonné oui et non, parce que je comprends qu'en fait ils se sentent rassurés par leur obligation de secret médical, mais en réalité ils sont pleinement soumis par le RGPD à ces dispositions. Et donc bravo d'être là et de vous renseigner, de diffuser ensuite l'information dans votre ordre. Sinon, juste, puisque je suis un des éditeurs de logiciels en question, on est en train de travailler sur un ensemble de logiciels qu'on a en local pour être en conformité, quoi. Donc c'est en cours, c'est un chantier en cours, ne concerne pas que ce logiciel-là. Donc on est là pour. Une question sur les marchés publics. Donc, je fais partie des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et non, le DPO de la Nouvelle-Calédonie ne s'occupera pas des établissements publics, en tout cas les EPA. Donc, il va falloir qu'on se débrouille tout seul, d'une part. Ensuite, si on doit, vous aviez dit tout à l'heure qu'au 1er juin, il est fort probable que personne ne sera à jour du RGPD. Si dans le cas des marchés publics, c'est un critère, c'est-à-dire qu'on peut exiger, si on a des fournisseurs pour lesquels on va demander des traitements de données qui ne sont pas conformes. Ils ne sont pas en conformité parce qu'ils n'auront pas eu le temps de se mettre en conformité. Est-ce que ça va être un critère de choix pour déterminant? Parce que si on a plusieurs fournisseurs et qui sont à des stades différents et qu'on ne choisit pas celui qui est au stade le plus avancé et qu'il y a un recours par celui qui n'a pas été pris dans le marché, est-ce qu'on peut après nous reprocher voilà, est-ce qu'il y a une co-responsabilité dans ce cas-là? En fait, la question, c'est est-ce qu'on va déterminer, dans le cadre de nos marchés publics, un critère de sélection sur la base de la conformité au RGPD? C'est ça. Alors, à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Par contre, ça pourra être un élément en fonction de l'objet du marché. Parce que si l'objet du marché, c'est vraiment du traitement pur de données personnelles, je pense qu'on fera le choix, en tout cas, de mettre ce critère. Et du coup, ce serait un critère de sélection des offres. Donc, ça pourrait être en fonction du pourcentage. Oui, ça pourra faire jouer la concurrence là-dessus. Puisque, comme on disait tout à l'heure, on engage aussi notre responsabilité dans le cadre d'un contrat, donc co-responsabilité. Il est clair que la personne publique ne prendra pas nécessairement le risque de prendre un prestataire qui n'assurera pas une mise en conformité au RGPD. En tout cas, ça va être une évolution, mais tout dépendra de chaque personne publique et de l'objet même du marché. Votre question, en fait, elle se place au niveau de la candidature. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, comme il n'y a pas de délivrance de titre, il va être difficile d'écarter une offre au niveau de la recevabilité de sa candidature parce qu'il ne pourra pas vous indiquer s'il est conforme ou pas. Par contre, Diane a tout à fait raison, ce sera sur la qualité de l'offre. On pourra demander, sinon des certificats, en tout cas des garanties qu'il s'est mis en situation d'apporter une réponse. Donc sur l'existence, on peut lui demander, il faut bien évidemment, vous le savez, des critères objectifs lorsqu'on utilise des critères de sélection dans une offre. Ces critères objectifs, il faut qu'ils soient mesurables. Donc c'est l'existence de registres, l'existence de politiques d'information en cas de faille de sécurité, etc. Mais ça sera difficile d'aller plus loin dans la précision, puisqu'une fois encore, c'est les personnes qui s'engagent sur leur conformité et c'est pas un organisme qui va l'indiquer. C'est pas comme les volets CAFAT ou services fiscaux que l'on délivre dans les appels d'offres. D'accord. Donc, est-ce que sur le site de la CNIL, on va trouver tous ces critères qu'il va falloir maintenant qu'on intègre dans l'appel d'offres? Si on doit demander
des conformités ou des choses comme ça, il va falloir qu'on rédige l'appel d'offres. D'abord, les critères, c'est la personne publique, c'est vous qui les déterminez. Il n'y a pas d'obligation. Donc, vous les déterminez par rapport à l'objet du marché. Si effectivement ça a un intérêt pour l'objet du marché, dans ce cas-là, vous pourrez prendre la condition RGPD. Et comme vous le disiez, Diane, si c'est un marché qui a pour un fort impact sur le traitement de données personnelles, dans ce cas-là, vous pourrez l'exiger. Mais non, le site de la CNIL est extrêmement bien fait, mais vous ne trouverez pas ce type d'informations. Donc, ce sera à vous d'apporter ces demandes de garantie, mais enfin elles sont assez simples à cerner en réalité. D'accord. Okay. Si je peux juste rajouter et peut-être vous conforter, enfin vous réconforter, il y a quand même une évolution aussi de la réglementation des marchés publics dans un sens d'un allègement pour les entreprises et également pour les personnes publiques. Et donc vous avez le gouvernement avec la direction, la DAPM, qui a fait un énorme travail là-dessus et qui est tout à fait, je pense, disponible au-delà du DPO du gouvernement. Peut-être la direction en charge des marchés peut vous aider, je pense, dans la rédaction de ces critères, si vous n'êtes pas en mesure de le faire au sein de votre établissement. Ouais. Ok. Merci. Oui, dommage, le monsieur est parti. Bon, c'est pas grave, peut-être que vous pourrez quand même me répondre. Moi, je suis développeur informatique et du coup, je voulais savoir, en dehors du fait de mettre des cases à cocher pour le consentement des gens ou de lister justement mes traitements, etc., qu'est-ce que concrètement je dois faire pour respecter la norme dans mes logiciels? Respecter la norme pour mettre dans ces logiciels. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous appelez respecter la norme? La nouvelle loi RGPD, en fait. Dans vos logiciels, c'est-à-dire que vous êtes développeur informatique, donc vous les vendez à des personnes qui, eux, ensuite vont les collecter des données dessus. Voilà, c'est ça. Donc vous n'avez à respecter que les conditions qui vont vous lier à l'acquéreur du logiciel. Donc en qualité, vous aurez quelques éléments de facturation, etc., qui font que vous allez recueillir des données. Enfin, encore qu'en général, d'ailleurs, c'est une personne morale, mais enfin, ça vous concernera assez peu. Par contre, lui, ensuite, il devra informer les gens de ce qu'il fait des données à caractère personnel qu'il va recueillir et à quelle fin elles vont être exploitées et comment, au travers de ces logiciels. Donc, en réalité, l'obligation, elle va peser sur l'acquéreur et pas sur vous. Il aura parmi ses obligations, d'ailleurs, dans ce cadre-là, de respecter également les droits de propriété intellectuelle que vous détiendrez sur le logiciel si vous les conservez. Donc, vous avez assez peu, vous, de contraintes, sauf si vous intégrez nativement les données RGPD à sa demande dans le logiciel, c'est-à-dire que dans le masque, par exemple, de présentation du logiciel, les données RGPD sont déjà directement encadrées. Donc là, effectivement, toutes les mentions d'information doivent apparaître, celles qui sont prévues par la loi, celles que je vous indiquais tout à l'heure, les cases à cocher pour montrer son consentement, etc. Mais là, il y a tellement de choses à dire que je peux difficilement vous répondre en une seule fois. Mais enfin, dans ce cas-là, ça peut être à votre niveau. Mais c'est pour le compte de votre client. Une fois encore, c'est lui qui en est responsable, c'est pas vous. D'accord, merci. Je vous en prie. Je crois qu'il y avait une question au fond. Madame. On m'entend ? Alors en fait, je travaille dans un magasin et on traite des données personnelles. On a une base de données clients et je voulais savoir, pour actualiser cette base de données, est-ce qu'il y a des choses à faire directement à l'accueil du magasin ou à part, je veux dire, faire une relance client, bien sûr, par le biais d'une newsletter et obtenir leur consentement. Est-ce que j'ai des choses, moi, à mettre en place à l'accueil de mon magasin, dans la pratique ? Oui, très clairement. C'est-à-dire que si vous accueillez des clients et que vous allez intégrer leurs données personnelles dans cette base de données, que ces données soient directes ou indirectes. D'ailleurs, on n'est pas rentré dans le détail parce que le temps nous manque un petit peu, mais vous pouvez avoir beaucoup de choses à collecter. Il faut bien évidemment qu'ils soient informés dès le départ de la finalité du traitement, qu'ils expriment leur consentement
et que ces données, enfin il y a toute une série de critères, mais soient pertinentes, adéquates, etc. Donc je ne sais pas quel est votre magasin, mais est-ce qu'il est pertinent, par exemple, de recueillir la date de naissance lorsque vous faites, on le voit souvent sur les cartes de fidélité, est-ce qu'il est intéressant de recueillir les données d'état civil d'une personne si vous vendez des chaussures? Il est vraisemblable que non. Donc il faudra revoir votre base de données. Si par contre vous faites des promotions aux dates anniversaires des personnes en leur envoyant un emailing en disant pendant les 15 jours qui suivent votre date anniversaire on vous fait moins 10%, dans ce cas-là c'est pertinent. Pour autant, si vous recueillez la date de naissance, je continue dans mon exemple, donc c'est pertinent si vous avez une offre effectivement commerciale qui est associée, mais si vous ne mettez pas cette offre commerciale en activité, ça veut dire pour le coup ça n'est pas adéquat et que vous avez recueilli une donnée qui n'était pas intéressante pour la finalité de votre traitement. Donc ça veut dire que s'il y a un travail de contrôle, il faudra supprimer ces éléments d'information de votre base de données. Après, pour la clientèle existante, quitte à vous froisser un petit peu, c'est des obligations qui existent depuis 1978. Donc normalement, ils sont censés avoir exprimé leur consentement dès le départ lorsque vous avez recueilli ces informations. Alors, il n'est pas trop tard pour bien faire, mais il faudrait effectivement ressolliciter leur consentement, leur expliquer pourquoi vous sollicitez ces informations, pourquoi vous avez besoin de leur consentement et comment ils peuvent d'ailleurs demander à être sortis de la base de données s'ils le souhaitent. Ok. Et est-ce que je dois mettre une mention sur mes factures, sur mes devis, une case à cocher également Non, parce que là, alors vous avez plusieurs hypothèses, mais enfin, la facture, une fois encore, est la conséquence d'un contrat. Donc, en général, c'est plutôt dans le contrat que vous allez trouver ça. Et puis, il y a des hypothèses, il y en a plusieurs, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais des hypothèses où vous pouvez vous affranchir du consentement de la personne. Si, par exemple, c'est une obligation légale, vous n'avez pas besoin du consentement de la personne. Je vois que j'ai un confrère dans la salle, donc ça lui parlera. Nous, on a des obligations, par exemple, d'information de Tracfin si on constate qu'il y a des opérations de blanchiment d'argent qui sont réalisées au travers des contentieux qu'on peut avoir dans le cadre de notre profession. Ça s'applique aussi aux banquiers, aux notaires. Et donc, on a des obligations de transférer de la donnée personnelle et même de collecter de la donnée personnelle, bien évidemment, vous vous en doutez, sans informer la personne concernée si c'est une opération de blanchiment d'argent. Donc, dans ces conditions, c'est une obligation légale et vous n'avez pas besoin du consentement. Mais ça peut être aussi, et ça répond plus précisément à votre question, si c'est l'intérêt légitime du commerçant. Par exemple, vous avez une facture que vous émettez, vous allez mettre en place un traitement de factures et du paiement de ces factures, et puis dans votre base client, vous avez un certain nombre d'impayés. Là, vous n'allez pas recueillir le consentement de la personne pour pouvoir traiter l'information des impayés, faire des relances clients. Il ne pourra pas vous dire « Ah, je n'ai pas exprimé mon consentement à votre traitement de relance client, donc votre relance n'est pas valide ». La loi prévoit que dans ce cas-là, c'est l'intérêt légitime qui prévaut sur la base légale. Bonsoir. Et qu'en est-il des documents qui ont été scannés suite à une vente ici, pardon. Pardon, merci, je vous chercher. Pardon. Qu'en est-il des documents scannés suite à une vente? On a monté un dossier de vente, on a effectivement une facture, et dans ce dossier de vente, on a des documents du type pièce d'identité, carte grise, le permis de conduire. A-t-on le droit d'utiliser les données qui sont sur ces documents-là? Exclusivement dans la finalité. Donc tout ce que vous m'indiquez là, ce sont des données effectivement à caractère personnel. Donc tout ce qui est nominatif, tout ce qui peut être attaché à une personne de façon directe ou indirecte, ce sont des éléments nominatifs. Même à la limite, des éléments que l'on peut recouper peuvent devenir des informations à caractère personnel. Si je vous dis Franck, c'est pas à caractère personnel parce qu'on est nombreux. Si je vous dis avocat, ça permet déjà d'éliminer un certain nombre de personnes. Si je vous dis Nouméa,
Voilà 3 données, lorsqu'on les cumule, qui vous permettent d'identifier à coup sûr la personne qui va être concernée. Pourtant, prises séparément, elles ne sont pas à caractère personnel, c'est-à-dire à titre nominatif. Lorsque vous les associez, ça vous permet de reconstituer une identité. Donc, automatiquement, elles rentrent dans la base de données et vous devez avoir recueilli le consentement des personnes en vue, une fois encore, j'insiste là-dessus, de la finalité pour laquelle vous les avez recueillis. Donc vous ne pouvez pas réemployer ensuite ces éléments sur d'autres finalités, ou alors il faut que la personne vous dise « je suis d'accord ». Et puis dernière chose, enfin je ne suis pas resté très longtemps là-dessus, mais évidemment elles sont recueillies pour une durée donnée, c'est-à-dire la durée du traitement et dans les limites prévues par la loi. Ce qui veut dire que, si j'ai bien compris, quelque part, il va falloir donc qu'on intègre ces données-là, en fait, ce règlement de RGPD, soit dans les conditions générales de vente lors de la vente, soit, pas de la facture, mais au moins des conditions générales de vente. Absolument. Avec une obligation de cocher tout à fait. de l'opt-in directement sur les conditions générales de vente. Alors. Tout à fait. En précisant toutes les données qu'on va utiliser ou uniquement en disant on risque d'utiliser les données que vous nous avez transmises pour de la fidélisation marketing, par exemple? Non, vous n'êtes pas obligé de préciser le détail de chaque donnée. C'est que les données que nous collectons dans le cadre du contrat que vous avez bien voulu nous confier vont être réutilisées aux fins d'eux. Et puis, donc, vous aurez répondu à l'obligation légale. Merci. Je vous en prie. Oui, monsieur. Ça va être un joli casse-tête, non, pour la messagerie. Ah. La messagerie contient une quantité astronomique de renseignements qui sont beaucoup confidentiels. C'est-à-dire si des personnes... Allô, oui, bonjour. Donc le contenu de tout ce que peut contenir une messagerie en termes de pièces jointes, en termes de contacts, en termes d'échanges, en termes de... C'est un traitement comme les autres, c'est-à-dire que vous avez des données personnelles et une fois encore, vous devez... Alors après, tout dépend de l'origine de ces données, mais elles s'inscrivent dans un cadre de traitement et vous ne pouvez pas utiliser par exemple votre liste de messagerie en vue de créer une offre marketing si vous n'avez pas recueilli là encore l'accord des personnes qui sont dedans. Mais si... Mais on doit être enregistré justement sans notre consentement par Siri. Mais donc non, c'est pas une difficulté plus grande que les autres types de traitements. Vous parlez peut-être si vous voulez réemployer les données de ces messageries, c'est ça? Là, ça touche plutôt à la conscience des personnes qui travaillent dans différents services et des données qu'elles manipulent quotidiennement. Il y a une prise de conscience qui me paraît Ah oui, énorme. non, mais ça par contre, oui, pardon, je n'avais pas compris. Effectivement, il y a un gros travail en interne pour les sensibiliser à ça, faire le distinguo entre ce qui est messagerie personnelle de messagerie professionnelle et que le distinguo soit clair. Vous le savez, hein, on a le droit à recevoir des messages personnels, mais au risque de mettre son employeur en violation de données personnelles si le salarié n'a pas fait le distinguo de façon claire. Donc oui, il y a un travail un petit peu de diffusion de l'information, mais là c'est plus un problème de formation que de mise en conformité en tant que tel du traitement. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, merci. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, évidemment, il va falloir revoir toutes les chartes informatiques dans le cadre de l'utilisation de la messagerie. Moi, j'avais une question très pratique sur les fiches de paye. En Calédonie, on a la particularité de stocker les fiches de paye ad libitum pour nos employés parce que certains sont des grands enfants qui les perdent, qui les oublient ou ils sont parfois perdus dans des déménagements. Donc, on les garde toute la vie pour eux. Pour que quand ils prennent leur retraite, ils puissent revenir voir leurs anciens employeurs et les réclamer. Est-ce que ça veut dire que maintenant, pour garder ces fiches de paye, on doit recueillir le consentement de ces employés au-delà de 5 ans? Est-ce qu'on doit le recueillir pour chaque employé? Est-ce qu'on doit détruire toutes les fiches de paye des employés qui sont partis? Est-ce qu'on doit liquider tout ça, au risque de mettre finalement un certain nombre de personnes dans la difficulté plus tard quand ils vont vouloir prendre leur retraite ou quand ils vont faire valoir leurs droits auprès de la CAFAT ou d'autres organismes métropolitains? Merci. Je pense qu'il faut changer d'employé.
A priori, ils ont l'air difficiles. Mais non, vous devez effectivement conserver ces éléments le temps d'une réclamation contentieuse potentielle, c'est-à-dire pendant 5 ans. Mais on fait aussi la différence, si c'est, s'agissant de fiches de paye, si ça sert à d'autres finalités. Et comme vous l'indiquez, ça peut servir pour le calcul des droits à la retraite. Donc si vous pensez que c'est une nécessité, normalement il y a d'autres organismes que vous qui permettent de reconstituer la carrière. Mais s'il y a une vraie fragilité de ce point de vue-là, ça peut être quelque chose de légitime de conserver ces données. À ce moment-là, on change simplement de base, c'est-à-dire que vous avez dans vos traitements des données brutes que vous utilisez dans ce qu'on appelle une base active. Une fois que vous êtes sorti de la durée de prescription légale, en l'occurrence dans ce cas-là de 5 ans, vous allez les passer dans des bases d'archivage. Il y a plusieurs niveaux d'archivage et dans certains cas, les archivages peuvent même durer plus qu'une vie, mais plusieurs décennies ou plusieurs siècles lorsqu'elles ont un intérêt public, historique, statistique, etc. Bon, il y a des conditions qui se cumulent dans ce cas-là. Mais dans votre cas, ce sera une base d'archives, là aussi avec un certain nombre de conditions, mais qui peut être intéressante. Vous recevez un CV dans le cadre d'un appel à candidature. Le CV, vous pouvez le conserver pendant 2 ans. La personne, en vous envoyant son CV, elle a en même temps exprimé son consentement à l'emploi de son CV. Simplement, la réglementation vous limite à 2 ans la possibilité de conserver le CV, parce que vous pouvez avoir d'autres besoins ultérieurs, même si vous ne le recrutez pas. Mais vous pouvez aussi le conserver au-delà des 2 ans, en le passant de la base active dans une base d'archives pendant 3 ans supplémentaires, parce que vous pouvez avoir un risque contentieux. Donc la loi là, vous impose 3 ans de plus, donc dans une limite de 5 ans, parce que vous pouvez avoir l'hypothèse d'une personne qui se plaint par la suite d'une discrimination à l'embauche, par exemple. Donc vous ne pouvez plus utiliser ce CV en vue de réemployer, réactiver la personne ou à d'autres fins. Par contre, vous pouvez le conserver aux fins de protéger les intérêts de l'entreprise dans cette hypothèse. Il n'y a plus de questions, je crois. Donc je vous remercie. On vous remercie tous de votre présence et de votre intérêt. Et puis on vous souhaite une bonne soirée. Merci.